Bonjour à tous, bienvenue à ce café techno organisé par Aerospace Valley dans le cadre de la présentation des projets du nouveau cockpit et notamment du projet d'hélicoptère du futur avec la participation d'Airbus Hélicoptère et de la TECOR et ainsi que la participation de Human Design Group qui présentera également quelques projets d'innovation. On s'inscrit ici dans le cadre d'un projet d'innovation d'usage avec, dans le cadre du programme européen Clean Sky 2, une recherche d'optimisation des opérations en vol avec donc un nouveau concept de système d'interconnexion et donc l'intégration de tout ça dans le cockpit hélicoptère. Au-delà de ça, de cette innovation d'usage, on va avoir également une recherche d'amélioration de l'ergonomie. Et sur ce point-là, Human Design Group présentera quelques projets de recherche dans ce domaine. Le webinaire se déroulera en deux temps. Donc, un premier temps avec la présentation par Airbus Hélicoptère et la TECOR de cette innovation. Et ensuite, un deuxième temps sur la présentation des travaux de recherche menés par Human Design Group en partenariat avec d'autres industriels. En finale, nous aurons également une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par chat. Ce sera l'occasion pour les intervenants d'intervenir, de proposer en fait et de répondre à vos questions posées sur cette thématique. Et au final, on finira par un mot de conclusion. Pour avancer donc sur cette présentation, donc bienvenue à tous et je vous souhaite donc un bon café techno. N'hésitez pas à intervenir par chat encore une fois. Donc les intervenants, Julien Guiton, programme manager du projet RACE, hélicoptère du futur, donc programme européen Clean Sky 2 comme je vous l'ai indiqué. Ensuite, nous avons également Julien et Airbus Hélicoptère. Julien au bureau d'études une expérience sur le simulateur de vol, l'aérodynamique et également a été chef de service des dynamiques et vibrations. Donc, grosse expérience sur l'aérodynamique, ingénieur super héros. Donc ensuite, nous avons également la participation de Bastien Puertolas, responsable technique innovation service RFT de la TECOR. Depuis 2012, chef de projet RT sur la thématique des baies avioniques et des racks IMA intégrés sur aéronefs. Bastien a participé aux travaux de recherche en partenariat avec des avionneurs et équipementiers pour le développement de solutions innovantes d'hébergement et d'interconnexion au système avionique. Également la participation d'Olivier Deligeon, donc de la TECOR. Olivier, responsable du Design Office Manager au sein de la Business Unit System chez la TECOR. Donc, après une carrière d'ingénierie de design et gestion de projet pour des parties de fuselage d'avions, Airbus et Embraer, et plus récemment pour des systèmes vidéo marqués, Olivier a pris depuis 2 ans la responsabilité du bureau d'études de la Business Unit. Et finalement, Guillaume Calvé, responsable R&D, directeur R&D de Human Design Group. Donc, Guillaume, dans la continuité de la soutenance de la thèse à l'IRIT dans le domaine des interactions homme-système, a développé son expertise dans l'innovation centrée humain, reconnu ergonome expert de l'aéronautique et des systèmes embarqués complexes. Il coordonne également le développement de la plateforme digitale Prouver, de conception et d'évaluation en immersion 3D. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions à l'issue de cette séance. Voilà, donc je vais vous proposer de passer maintenant à la présentation par Airbus Hélicoptère sur le projet Racer. Donc, Julien, je vous laisse la parole. Merci Louis pour la présentation. Donc effectivement, je voudrais vous présenter le Racer. Le but, c'est de donner une introduction sur le contexte, notamment du projet l'idée par la TECOR.
Donc le Racer, c'est un démonstrateur technologique, c'est un projet de recherche hébergé par Clean Sky 2. Donc là, sur le Clean Sky 2, c'est un projet de recherche européen qui est énorme, qui couvre tout un tas de sujets dans des différents domaines, comme l'aérodynamique, l'avionique, avec le développement de systèmes de cockpit nouvelle génération, sur la propulsion aussi, pour améliorer leur efficacité. Il y a aussi beaucoup de sujets autour de la structure, des nouveaux systèmes, concepts de structure innovants, aussi adressés dans Clean Sky 2. Il y a aussi également des travaux qui sont liés à des nouveaux fuselages, distribution de fuselages, et surtout, on a des travaux qui sont liés à des nouvelles configurations d'appareils, d'aircraft. Et c'est dans ce cadre que nous avons développé le Racer, qui est un hélicoptère grande vitesse. Donc comme je le disais, il y a tout un tas de projets, tout un tas de domaines, avec finalement des buts et des objectifs un peu communs. Le premier, c'est de réduire les émissions, à la fois gazeuses et les émissions sonores. Et le deuxième, c'est d'apporter de l'innovation et une vraie différence dans notre manière de nous déplacer dans les airs et donc dans la mobilité. Et c'est encore dans ce cadre que le projet Racer a été lancé. Donc on peut passer sur la planche suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Racer n'est pas un projet uniquement Airbus hélicoptère. Il y a un nombre très important de partenaires. On a plus de 40 partenaires sur le projet Racer, distribués dans 12 pays en Europe. Donc si on démarre de la partie droite de la slide, en haut à droite, par exemple, vous allez voir que toute la partie poutre de queue a été fabriquée en Espagne. On a aussi la boîte de transmission principale ainsi que tous les vérins d'actuation des rotors latéraux sont faits en Italie. Les ailes sont designées et fabriquées en Angleterre. Notre fuselage central a été fabriqué en Roumanie. Le train d'atterrissage numéro 7 a été designé et fabriqué en Italie avec également le support d'entités d'entreprises slovaques et lituaniennes. Et puis, nous avons également développé le système de fuel, ainsi que les marchepieds et les sorties de secours sont designés et fabriqués en France. La canopie, les portes et toutes les parties structurelles intermédiaires ont été fabriquées en Allemagne et en Autriche. Si on revient sur la partie en haut à gauche de la planche, donc la partie supérieure, tous les capots supérieurs du Racer ont été fabriqués en République tchèque, en Pologne. Et enfin, la partie numéro 2, donc vraiment un projet dédié électrique, électronique et avionique. En grande majorité, le développement a été fait en France, avec beaucoup également de reuse d'autres plateformes. Donc cette planche, elle montre que le Racer, il y a eu des contributions multiples et très importantes, significatives, de partenaires un peu partout en Europe. Donc si on passe sur la planche d'après, c'est dans ce projet numéro 2, dans cette entité numéro 2, donc sur la partie électrique avionique, que l'ATOCOR a pu lancer deux projets. Un projet qui est appelé EFA et dont le but principal est plus de designer et de fabriquer tous les harnais du Racer, et un projet EWIS, donc qui est plus axé sur la partie avionique et interface homme-machine, donc c'est le sujet qui sera présenté notamment un peu plus tard. Avant de laisser la parole à mes collègues de la TechWare, en fait, j'aimerais prendre cette opportunité peut-être pour vous présenter un peu le Racer. Donc, vous pouvez passer sur la planche d'après. Là, vous voyez vraiment le concept Racer, la machine telle qu'elle a été conçue aujourd'hui. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le Racer est équipé d'un rotor principal, finalement comme des hélicoptères conventionnels. À la différence, évidemment, on y a rajouté deux ailes, ce qu'on appelle des box wings,
des biplans, sur lesquels aux extrémités, on est venu mettre 2 hélices, 2 propelleurs latéraux. Donc si sur un appareil conventionnel, finalement, à la fois la portance et la poussée est assurée par le rotor principal, et bien dans le cas de racer, quand le racer va accélérer, l'aile va apporter de la portance et la partie propulsion sera assurée par les hélices. Ce qui permet de réduire de manière drastique le chargement du rotor principal et aussi de réduire sa vitesse de rotation et de nous permettre ainsi d'augmenter la vitesse de l'hélicoptère. Le rotor principal est vraiment l'élément limitant pour une augmentation de vitesse sur un hélicoptère conventionnel. Donc, grâce à cette formule, on est capable d'atteindre 220 nœuds de vitesse de croisière, ce qui représente environ 50% d'augmentation par rapport à un hélicoptère conventionnel. Cependant, la vitesse n'est pas l'unique objectif du racer. Ce n'est pas un démonstrateur qui est développé pour faire des records de vitesse. Le record de vitesse a été fait par le E-Cube, qui était le démonstrateur précédent. Là, le but est vraiment de montrer que le concept est viable pour une application client et viable industriellement. Donc, dans un premier temps, ça passe par démontrer l'aspect économique et viable encore industriellement de la formule. C'est pourquoi la simplicité était un paramètre très important lors de la phase de design. Et c'est pourquoi sur cette formule, on n'a pas d'éléments d'aile rotative ou de rotor qui passe d'une position à une autre. On n'a pas de corridor de transition comme il peut y avoir sur d'autres formules d'hélicoptères à grande vitesse. Le but étant de simplifier au maximum la mécanique de la machine et d'en réduire les coûts d'acquisition et bien entendu les coûts de maintenance. Ce qu'on veut prouver aussi, c'est que le racer est capable d'être un bon citoyen, et notamment concernant les émissions de CO2 et l'empreinte sonore. Donc pour les émissions de CO2, on a énormément travaillé sur l'aérodynamique, réduisant au minimum toute la traînée résiduelle en capotant le rotor principal, en travaillant sur l'architecture et en chassant la moindre traînée parasite. Sur la partie, on est également équipé de moteurs, on va dire, dernière génération, avec des consommations très intéressantes. Et surtout, on a pour but de tester une fonction nouvelle qui s'appelle l'éco-mode et qui n'est plus ou moins qu'un équivalent d'un stop and start et qui permettrait, quand le client le désire, de mettre un des 2 moteurs en sommeil et ainsi d'économiser énormément de consommation de carburant, entre 15 et 20% de réduction environ. Sur la partie bruit, l'architecture elle-même, le fait qu'on puisse distribuer très facilement la puissance entre les hélices et le rotor principal, nous permet de mieux maîtriser les trajectoires de l'appareil et d'ainsi réduire significativement l'empreinte sonore au sol. Donc ça aussi, c'est un point clé de la formule, réduire les nuisances sonores aux proches des villes. Et enfin, dans notre démonstration, nous souhaitons encore une fois démontrer la capacité de la machine à assurer des missions clients. Et un point nous intéresse particulièrement, c'est de démontrer qu'en 1 heure de vol, le racer sera capable de couvrir 2 fois l'air couverte par un appareil conventionnel. C'est très important, notamment sur des missions de search and rescue, car 1 heure est appelée la golden hour. C'est le temps au-delà duquel, évidemment, les probabilités de retrouver la personne en vie s'amenuisent drastiquement. Donc c'est vraiment un élément important pour nos clients, cette capacité finalement à couvrir une aire bien plus importante dans l'heure fatidique. Maintenant,
après avoir donc présenté le racer, on peut passer sur la planche d'après. Donc, je reviens à la planche où vous voyez l'image du racer et des différentes contributions des partenaires. L'idée ici, c'est de vous donner un statut d'avancement du racer. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc le racer est designé. Nous avons commencé vraiment la phase de fabrication. Vous pouvez voir que les éléments en verre sont déjà fabriqués. Donc les partenaires participent, design, mais surtout livrent. La poutre de queue, par exemple, est déjà fabriquée. Le fuselage central est déjà fabriqué. Nous avons aussi également le train. Tout le système de fuel est installé. Donc réellement, tous nos partenaires sont en train de fabriquer et de finaliser les dernières pièces du racer. Quelques-unes sont encore en cours, notamment les ailes et la partie avionique et élec, mais vraiment 90%, 95% des éléments devraient être livrés avant la fin de cette année. Donc, je passerai sur ma dernière slide. Toujours sur le statut. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc, encore une fois, je le rappelle, tous les partenaires, on a beaucoup de participation qui arrivent des partenaires, beaucoup de livraison de pièces. Donc, évidemment, nous avons commencé l'assemblage du démonstrateur. L'assemblage a commencé en avril de cette année. Va prendre environ 16 à 18 mois pour assembler la totalité du prototype, mais aussi en incluant toutes les instrumentations et les essais sols nécessaires à la validation de la mise en vol. Et nous avons comme target un premier vol avant la fin d'année prochaine. Ça nous laissera environ 1 an de vol pour ouvrir complètement le domaine de vol en vitesse, en masse et autres, et qui nous permettra d'ici à la fermeture du projet Clean Sky 2 d'atteindre le niveau de TRL6. Une fois la clôture du projet Clean Sky 2, notre ambition, évidemment, c'est de démontrer aux clients et aux utilisateurs de ces machines que le concept est applicable et viable sur tout un tas de missions, et notamment certaines missions spécifiques, comme le parapublic, le transport de passagers, mais aussi, bien évidemment, la partie Emergency Medical Services ou Search and Rescue. Donc, très importante aussi pour nous, cette dernière partie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne un bon contexte déjà de présentation du racer, mais surtout le contexte d'activité sur le projet de la Techware. Donc, je rends la main et je laisse la parole à mes collègues de la Techware. Merci Julien pour cette présentation du programme. C'est pour nous une opportunité aussi d'avoir comme ça une vision, une vue globale en fait du projet dans lequel s'inscrit justement cette thématique qu'on adresse aujourd'hui sur les cockpits. Merci beaucoup. Donc Olivier, Bastien, on vous laisse la main pour la présentation de l'innovation. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Louis, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran? Oui, tout à fait. Super. Donc on attaque par une première planche sur les objectifs du projet donc, qui a été décrit précédemment. Dans ce projet, donc, on est sur une démarche d'accompagnement d'Airbus Hélicoptère pour améliorer le cockpit. Donc on va travailler dans l'environnement du cockpit et plus particulièrement sur les équipements qu'on appelle les CCP, donc les Cockpit Command Panel. On verra sur la planche suivante une illustration de ces équipements. Donc les axes de recherche sont guidés par des objectifs donc, qui sont cités sur la planche. Le premier, c'est le gain de poids, un élément fort pour Airbus Hélicoptère. Donc comme ça a été cité, on cherche à faire un appareil plus efficient qui va bénéficier donc d'équipements allégés, d'où l'intérêt de réfléchir sur des solutions les plus légères possibles et des solutions également les plus compactes possibles.
Dans le cockpit, on est sur un environnement assez étriqué, avec beaucoup d'équipements présents. Donc l'objectif de gain de volume est très important. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a beaucoup d'équipements, donc beaucoup de CCP, les fameux commandes panel, qui sont intégrés dans le cockpit. Donc on va essayer de réduire le volume. Donc, notre projet principalement guidé par ces deux éléments étant les points les plus forts. Ensuite, on arrive sur des aspects de gain plutôt d'ordre opération ou fonctionnel. Par exemple, le point sur la modularité. Aujourd'hui, on cherche à gagner en modularité par rapport aux différentes configurations de l'appareil. On a vu les illustrations, un appareil qui va faire des opérations, des missions de rescue, de transport de passagers ou d'observation, voilà, selon les différentes missions. On constate que les équipements du cockpit, donc les panneaux de contrôle, peuvent être disposés à différentes positions et d'une mission à l'autre, les appareils ne sont pas identiques. Donc on va retrouver des agencements d'équipements à différentes positions dans le cockpit, ce qui n'est pas aujourd'hui favorable. On va essayer de rationaliser tout ça. Également, on a travaillé sur les notions de rétrofit. Donc il faut savoir que dans un projet de recherche, on vise l'avion du futur, l'appareil Racer, mais on garde en tête la possibilité d'appliquer ces solutions innovantes à des appareils déjà existants, donc des hélicoptères qui volent déjà. Et le dernier point, donc, c'est la configuration générique. Ce que je disais précédemment sur les disparités d'équipements selon les missions. On va essayer finalement de proposer un concept qui permet d'avoir toujours le même agencement physique des équipements, de manière à faciliter les travaux, les opérations des pilotes et de leur simplifier les opérations en vol. Ce premier point donc, concerne principalement les gains et l'intérêt pour Airbus Hélicoptère. Pour la TECOR, il faut savoir qu'on a une activité forte sur les cockpits commande panel. Ça fait partie de notre cœur d'activité. Donc on souhaite poursuivre les travaux de manière à innover et à proposer des solutions meilleures sur ces équipements qu'on produit déjà. Et ces éléments-là vont passer par l'intégration de nouvelles technologies. Donc on va parler d'écrans tactiles qui vous seront présentés plus tard. Le deuxième aspect, c'est le câblage. Donc, la TECOR a également donc, dans ses activités une expertise sur le câblage des appareils. Et on a poussé notre réflexion, donc on est parti du cockpit, on est parti de ces équipements, on a prolongé donc l'étude sur le câblage rattaché à ces équipements, qui nous permet d'avoir une vision globale depuis le CCP jusqu'à l'élément en terminaison au bout du câblage. Et enfin, le troisième point concerne les pilotes. Finalement, c'est l'opérateur en interface avec ces fameux CCP, les équipements du cockpit, et on a travaillé sur les aspects d'ergonomie et de réduction de charge d'activité du pilote grâce à des configurations optimisées ou optimisables dans le futur. On va passer à la planche suivante qui présente le contexte. Donc cette planche-là, c'est l'état de l'art, d'où on part. Le premier point, c'est la gestion des configurations. Je l'ai dit en introduction, selon les missions d'un hélicoptère, on a différentes configurations d'équipements. Donc là, on va parler dans notre étude des équipements non critiques qui ne sont pas directement liés au système de commande de vol. Ce sont des équipements qui vont par exemple gérer des systèmes d'éclairage, de treuil, de gestion de conditionnement de la cabine ou d'accessoires propres aux missions dont l'hélicoptère est équipé. Donc, ce sont des boîtiers dont le taux d'utilisation est assez faible finalement. Si on parle d'éclairage, bon, on allume avant le décollage et puis on éteint quand la mission est terminée. On ne s'en sert pas forcément en vol. Malgré tout, ça prend de la place sur le cockpit. Sur l'image, on voit ça correspond aux équipements qui sont entourés dans les zones, dans les deux bulles orange. Je ne sais pas si c'est assez grand, si tout le monde voit. Donc dans ces bulles, au sein des bulles, on a une somme de petits boîtiers
qui sont disposés en colonnes. Donc on a 3 colonnes sur cet exemple. Et ce sont différents modules, donc c'est standardisé en largeur. On a différentes longueurs d'équipement. Et le boîtier de commande en question, on a une vue latérale et dans l'encadré en bas à droite. Cet équipement-là dispose d'une face supérieure visible par le pilote. C'est là où le pilote interagit avec les différents boutons ou peut recevoir des informations au travers de différents voyants également. Et ces boîtiers de commande sont principalement constitués dans leur face, donc dans la zone sous la surface du cockpit, de composants électromécaniques. Donc c'est de la technologie qui fait ses preuves, hein. Il y a pas de souci là-dessus, mais c'est quand même des éléments plutôt simples et basiques. On va parler d'interrupteurs, de potentiomètres, de composants vraiment simples. Et ces composants-là, électromécaniques, donc si on prend l'exemple d'un interrupteur, il y a l'interface directe entre le pilote et le câblage de la machine. Si on prend l'exemple de l'interrupteur, quand on appuie sur le bouton, on a 2 fils derrière. Ces 2 fils vont jusqu'à l'ampoule pour allumer l'ampoule. C'est le schéma le plus simple qui va être illustré après, sur lequel on est parti pour faire un exemple assez générique finalement, et qui pourra s'étendre à différents types de fonctions. Vous verrez l'exemple de l'ampoule, là, il va être illustré un peu plus tard, mais c'est pour bien vous montrer qu'à chaque bouton, on a un ensemble de fils. Au bout de ces fils, on a un ensemble d'éléments, de composants qui sont directement câblés sans intelligence particulière. Donc des fonctions interrupteurs, on-off, des fonctions potentiomètres, on fait varier une résistance. Ces boîtiers sont lourds et volumineux. On le voit sur l'image, hein. La partie émergée de l'iceberg, finalement, est assez imposante. Donc c'est là-dessus où nous, on va axer nos efforts de recherche pour pouvoir proposer des solutions plus légères et compactes. Et également, je disais en introduction, le câblage directement rattaché à ces équipements est par conséquent très dense. On a autant de paires de fils ou de trios de fils pour chaque fonction, pour chaque bouton. Donc ça fait des volumes de câblage très importants en densité et des longueurs importantes parce que si je reprends l'exemple de l'ampoule, si l'ampoule est située au bout de l'appareil, donc il faut depuis le cockpit aller câbler chaque équipement fil à fil, point à point. Donc voilà pour le contexte, l'introduction de notre projet de recherche. Donc en page suivante, on reste toujours sur l'état de l'art et on illustre l'exemple de l'architecture très, très schématique. C'est un peu conceptuel, mais qui permet de représenter physiquement où sont situés les éléments dont je viens de parler. Donc on retrouve les CCP, donc dans le rectangle bleu au milieu, là, on a 4 panneaux de contrôle. Donc je citais les fonctions tout à l'heure de commande de la climatisation ou du chauffage dans la cabine, de commande d'éclairage, de commande de treuil, de fonctions voilà, qui ne sont pas directement liées à des commandes de vol. Ce sont de nombreux boîtiers qui peuplent la surface du cockpit aujourd'hui et dont le taux d'utilisation est somme toute assez faible. Donc tous ces boîtiers, on les retrouve disposés côte à côte dans la console centrale du cockpit. C'est là où on a le zoom dans la bulle orange. On a schématisé 4 rectangles de 4 couleurs différentes et chacun symboliquement rattaché à, alors c'est le schéma d'une lampe, hein, via le câblage à une somme d'équipements en bout de fil. Ça, c'est l'état de l'art, où on voit bien donc le volume de câblage important, la masse et l'effort d'intégration de ces solutions qui est conséquente. Et maintenant, on arrive sur l'innovation, ce qui est le cœur de notre présentation, la solution nouvelle proposée par Airbus Hélicoptère et l'ATECO Air, que nous avons développée dans le cadre du Racer. Donc, le principe, c'est de remplacer plusieurs CCP par un seul système comprenant un équipement muni d'un écran tactile,
et un boîtier muni d'une carte électronique, donc carte électronique avec des fonctions de semi-conducteurs, jouant le rôle de ces fameux interrupteurs et potentiomètres qu'on aura en place. Donc je laisserai Olivier présenter l'architecture fonctionnelle plus en détail, les systèmes en détail, mais d'un premier coup d'œil, si on reste sur cette vue conceptuelle, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, on va partir du CCP, ce qu'il y a dans la bulle bleue. On avait auparavant 4 équipements distincts, avec une somme de boutons, d'interrupteurs et de potentiomètres sur ces 4 équipements. Dans la nouvelle solution, on n'a plus qu'un seul boîtier. Donc, ce boîtier, c'est un équipement qui va réunir de manière logicielle, de manière virtuelle, les fonctions des 4, enfin les fonctions, les éléments d'interface avec le pilote des 4 boîtiers qu'on a supprimés. Donc on arrive sur la console centrale, dans la bulle orange, il n'y a plus qu'une seule boîte. Et ensuite, la partie de travail sur l'architecture électrique et la partie câblage est totalement nouvelle. Donc là, on n'a plus les différentes ampoules qui sont directement câblées point à point avec le boîtier CCP, mais on a un réseau de type BUSCAN qui va communiquer avec différents équipements donc, qui sont nouveaux, qu'on appelle switchbox. Et ce sont ces switchbox qui, localement, vont pouvoir distribuer l'information ou l'énergie aux différentes ampoules de notre schéma précédent. Donc, de cette manière, on va aller chercher au plus près de chaque zone, à l'arrière, à l'avant, aux différentes positions de l'appareil, pour venir en quelque sorte multiplexer sur un câblage très simplifié. Donc le trait rouge là qu'on voit au milieu, c'est du câblage type réseau rapide. Hein. On n'a plus nos gros torrents de câbles avec des centaines de fils à l'intérieur. Et de cette manière, alléger à la fois l'architecture du câblage et alléger finalement l'intégration mécanique sur l'appareil. On peut passer à la diapo suivante où Olivier va vous présenter le système flat panel. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour revenir un peu plus dans le détail de notre système et notamment ce qu'on a développé spécifiquement donc, dans le cadre de Racer, c'est dans un premier temps un flat panel. Donc, flat panel, vous avez une petite illustration en haut à droite. Et également donc un switchbox. Donc switchbox, vous avez l'illustration en bas à droite. Donc ici vous avez en fait la comparaison entre ce qu'on avait avant en termes d'équipement et ce qu'on a ensuite. Donc effectivement la grande différence au niveau panneau de contrôle pour le pilote, c'est d'un passage de boutons physiques, des switch on-off et des boutons potentiomètres, à un écran tactile muni d'une IHM et qui permet du coup d'avoir ce gain de place notamment au niveau de la console centrale de l'hélicoptère. Et ensuite, toute la partie, on va dire, arrière de ce contrôle commande, c'est de la déporter au plus près des fonctions. Donc notamment si on doit alimenter dans notre cas un réseau de lumière, eh ben, on peut optimiser l'emplacement, on va dire, de cette carte switchbox de manière à réduire l'ensemble des harnais qui vont partir de switchbox vers les lumières à alimenter. Et donc dans la partie switchbox, on a dans notre exemple de développement essentiellement travaillé sur deux fonctions qui sont reproduire, on va dire, la fonction on-off d'un switch pour éteindre ou allumer une lumière. Et dans un deuxième temps, c'est jouer sur l'intensité de la lumière à l'aide de potentiomètres. J'enchaîne du coup sur l'architecture un peu plus détaillée dans notre exemple. Donc vous avez sur la droite une architecture finalement assez simple où donc
que ça soit pour le système, on va dire pour la partie équipement flat panel et la partie switchbox, une alimentation 28 volts. Dans notre cas, c'est l'écran flat panel qui, on va dire, refournit l'alimentation 28 volts à notre switchbox. Après, on peut faire bien sûr différemment. Donc, une partie alimentation dans les deux équipements, une partie processing dans les deux équipements. On y reviendra ensuite un peu plus en détail, notamment sur la partie switchbox, la partie donc intelligente qui permet d'échanger les informations entre les deux équipements par l'intermédiaire donc de ce buscan. Et ensuite, une partie donc pour l'écran flat panel, donc une partie tactile qu'on décrira aussi dans les planches suivantes. Et pour la partie switchbox, eh ben, toute l'électronique, notamment interrupteurs, potentiomètres, via nos semi-conducteurs qui permettent d'alimenter nos ampoules. Si on regarde un peu plus au niveau du coup fonction, donc on a le pilotage au niveau du flat panel des différents switchbox via la gestion des fonctions, de l'état des fonctions équivalentes hélicoptère, au niveau hélicoptère. On a aussi la gestion de l'interface utilisateur, donc qui est une partie essentielle dans nos travaux de recherche. Gestion donc de cette interface en termes d'ergonomie, d'affichage et du coup de récupération des commandes de l'utilisateur. Et pour la partie switchbox, donc la gestion d'état des semi-conducteurs en fonction des ordres reçus de la part du flat panel. Et donc ensuite, pouvoir de gestion sur le circuit électrique, dans notre exemple des lumières, par pouvoir couper et pouvoir régler l'intensité. Et je redonne la parole du coup à Bastien. Donc sur le système développé, on va parler un petit peu de l'ergonomie du boîtier. Le premier point important, c'est que son intégration mécanique a été développée en respectant les standards des CCP actuels. Donc la largeur est contrainte par le format commun et la hauteur est définie pour avoir à la fois, on va dire, une surface d'affichage suffisamment grande pour pouvoir y loger les informations et les éléments nécessaires avec une bonne ergonomie, mais pas trop grande non plus pour ne pas empiéter sur le volume sur la surface de cette console centrale et ne pas tenir les objectifs justement de compacité et de gain de masse. Donc il y a un compromis à trouver entre l'écran le plus petit possible pour faire quelque chose de super léger et compact et quelque chose de finalement très grand, mais donc dont l'ergonomie sera peut-être plus favorable pour le pilote, mais au détriment de la masse et du volume du système. Donc pour vous donner une idée, parce que c'est vrai qu'en visio, c'est pas forcément simple d'avoir une idée de la dimension, ça correspond approximativement à une feuille de papier A4 pliée en deux, donc le format A5, à la verticale, donc format portrait. La feuille A5, c'est la surface du boîtier, et au sein de ce boîtier, donc on a un écran qui ne prend pas toute la surface, mais dont on a essayé d'utiliser le plus de surface possible parce qu'il était permis au niveau de son intégration mécanique. Le deuxième aspect, c'est qu'on a, au travers de notre étude, compris qu'on ne pouvait pas, dans le cas de ces équipements, avoir 100% d'interface via un écran tactile. On avait toujours besoin de conserver un certain nombre de boutons physiques, d'éléments manipulés en dehors de l'écran tactile. Et ces éléments-là prennent également de la surface non disponible par l'écran. Donc sur l'illustration, les boutons qu'on va voir sont situés en partie basse, donc sous l'écran. On va retrouver par exemple un bouton on-off qui permet de couper la dalle tactile.
Bon, c'est tout bête, mais pourquoi on a besoin de l'éteindre? C'est pour passer un coup de chiffon ou pour nettoyer l'écran sans interagir sur l'ensemble des fonctions. Et dans certaines situations rencontrées, on peut avoir besoin d'éteindre l'équipement. On va retrouver des fonctions d'augmentation ou diminution de la luminosité de l'écran. Pareil, selon les situations de vol, le pilote peut être amené à jouer sur cette luminosité. Ça, c'est également des éléments qui sont apparus de manière importante. C'est vrai qu'on est habitué sur nos smartphones à avoir la luminosité automatique. Dans un appareil, dans des situations de vol particulières, c'est intéressant d'avoir la main de manière rapide, sûre et fiable sur la gestion de la luminosité. D'où l'apparition de ces boutons plus et moins là qu'on retrouve sur l'appareil. On a également une fonction de mise en pause, on va dire, de la fonction tactile, qui permet de toujours conserver l'affichage sans avoir la dalle tactile sensible. Également pour des cas particuliers liés à l'utilisation de l'appareil. J'ai parlé du nettoyage, ça peut être le cas, voilà, de passer rapidement un coup de gant. Le pilote, il veut nettoyer du sable, de la poussière ou quelque chose de manière très rapide sans perdre l'affichage. Voilà, il met en pause le tactile sans forcément éteindre ou redémarrer l'équipement de manière complète. Le premier cas se faisant plutôt au sol. Et on a également un bouton rotatif qui permet d'interagir à la manière d'un potentiomètre. Donc là, c'est un rotateur qui est intégré. On s'est rendu compte au travers de nos études que l'ergonomie d'un écran tactile aujourd'hui présentait des défauts de ressenti vis-à-vis des pilotes sur la variation d'une valeur ou d'une information. Donc on parle par exemple de l'exemple de la luminosité d'une lumière. Faire varier une luminosité sur différentes astuces logicielles ou d'affichage sur un écran n'était pas forcément bien reçu par les pilotes. Donc on a un bouton rotatif qui permet d'agir sur ces notions de variation de valeur qui remplacent les potentiomètres actuels. Donc on en a un et il sera adressé aux différentes fonctions activées sur l'écran tactile. Un élément également sur l'ergonomie. Alors là, on va plus parler des boutons directement et de l'écran tactile, mais c'est plutôt de la mécanique. On voit sur l'image en haut à gauche des petites cannelures de part et d'autre de l'écran. En haut à droite, on voit des grosses encoches. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à permettre au pilote d'avoir un appui pour stabiliser sa main. Il faut savoir que l'utilisation en vol est assez délicate. On a les vibrations de l'appareil, on a des mouvements de l'appareil. Et à l'image où on a du mal à taper l'adresse sur un GPS d'une voiture en route, quand on prend des dodanes ou sur une route un peu irrégulière, à bout de doigt, donc on a la main libre, et à bout de doigt, c'est pas évident d'attraper l'icône ou la touche sur l'écran tactile. Donc l'idée, c'est de pouvoir reposer les doigts de la main sur les côtés du boîtier et de pouvoir agir avec le pouce directement sur les boutons dans des situations où l'environnement est vraiment défavorable, sur des gros mouvements de l'appareil ou des grosses vibrations. Ça permet vraiment d'avoir une main libre, stabilisée, avec un appui sur les côtés du boîtier. C'est quelque chose qui est également des contraintes qui nous empêchent un petit peu d'avoir un écran tactile sur 100% de la surface de notre boîtier. Donc on a travaillé différentes étapes, d'abord de simulation CAO, et on a fait des prototypes d'impression 3D pour valider avec les pilotes l'ergonomie, l'intégration des boutons, la position des éléments. Et on est ensuite passé sur l'étape de maquette fonctionnelle pour pouvoir réaliser les tests. Ensuite, on va faire un petit focus sur la partie écran tactile. Là, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les éléments d'ergonomie. Ça sera présenté dans la suite par Guillaume, qui est spécialiste de ce sujet. Ce qu'il faut observer, pour rester simple dans cette présentation, c'est que notre boîtier ne cherche pas à reproduire la photo, l'image des anciens CCP. C'était une idée en début de projet. On s'était dit, bon, ben, c'est simple, hein, on a supprimé 4 boîtiers, ben, on va faire 4 pages
qui vont chacune symboliser les toggle switch, les petits boutons, les petits potentiomètres. Et ça marche pas clairement. Hein. Donc pareil, dans l'état de l'art, c'est des choses qui sont largement développées dans des appareils du quotidien, de notre automobile à la machine à laver. C'est des choses qui sont connues et reconnues, donc les environnements sont très différents, mais le concept est le même, c'est qu'on ne cherche pas donc à reproduire exactement un bouton existant, mais on va plutôt trouver des dispositions, des moyens d'interface et des jeux sur des couleurs, des formes, des actions au travers de l'écran tactile du pilote qui permettent finalement de retrouver les niveaux de sécurité d'usage et de fiabilité de l'opération grâce à cette nouvelle mise en forme des éléments. Donc, les interactions sur l'écran tactile se font sur toute la surface, mais on a quand même 3 zones principalement découpées, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Hein. On a tout en haut de l'écran un bandeau qu'on appelle bandeau général, donc là qui permet d'avoir accès à un menu de configuration et avoir accès à des scénarios. C'est une principale nouveauté apportée dans notre concept, c'est qu'on a observé que sur certaines phases de la mission, par exemple avant le décollage, les pilotes faisaient toujours les mêmes séquences d'allumage de la somme de toutes les ampoules pour allumer les différents dispositifs d'éclairage de l'appareil. Donc voilà, on suit la checklist, on fait l'ensemble des opérations. Pareil au retour sur Terre. Donc finalement, on s'est rendu compte que cette somme d'opérations pouvait être simplifiée grâce à l'usage de scénarios qui, en activant un seul bouton, déclenchent en cascade auparavant l'utilisation de 5-6 boutons dans un ordre bien précis. Donc on peut avoir également des scénarios personnalisés selon les missions de l'appareil. Par exemple, on sait que quand on veut activer le treuil, là, il faut nous mettre l'éclairage du treuil, la mise sous tension du treuil. Voilà, donc ces scénarios-là permettent de pouvoir activer rapidement selon les habitudes et les préférences des pilotes. On peut personnaliser ces scénarios-là. La partie centrale, c'est également une nouveauté apportée, c'est la surveillance des fonctions. Aujourd'hui, les CCP sont des boîtiers de contrôle. Ça veut dire qu'on va pouvoir vérifier si la commande est active. On a un bouton on-off, on peut avoir, à la manière dont on allume la lumière dans son jardin, on a un petit voyant sur l'interrupteur pour dire la commande est active. Par contre, on n'a pas de moyen de savoir si l'ampoule est allumée. Aujourd'hui, ce qu'on propose, grâce au réseau de communication numérique et au retour d'informations un peu plus intelligent, on peut surveiller la fonction et savoir, en partie basse, on a la commande de la fonction, savoir si le bouton est bien allumé. Est-ce que oui, on a appuyé, donc il va passer en vert si la fonction est active, il va être en bleu si la fonction est automatique. Mais pour savoir réellement si l'ampoule est allumée, par exemple, si la fonction est en train de s'effectuer, on va avoir une représentation graphique de l'appareil. Là, on a un modèle d'illustration, on voit l'appareil de face, on peut le faire tourner, ça pivote sous différentes positions pour surveiller l'état du système. Donc voilà, on a le contrôle des commandes et le contrôle de surveillance des fonctions, qui est une nouveauté apportée par le système. Et le résultat présenté, donc là je ne vais pas m'attarder sur tous les éléments techniques, mais on retrouve les dimensions, tout à l'heure l'analogie avec la feuille A5 pliée, c'est la vue de face, la feuille A5 en mode portrait, désolé. C'est la vue de face qui est tout à gauche de l'appareil. Au centre de l'écran, vous avez la vue de côté. Donc là, on voit que la profondeur est drastiquement réduite par rapport à l'état de l'art. On a un boîtier qui est très très compact, qui permet de gagner en masse et en encombrement sous le cockpit. Également, donc ça nous simplifie l'intégration du câblage. On a plus de latitude pour pouvoir faire cheminer le câblage sous cet équipement. La masse du boîtier, donc 1,48 kg, c'est la masse d'un boîtier prototype. Ça peut être optimisé sur des niveaux de maturité élevés. Aujourd'hui, voilà, c'est une masse qui nous permet déjà d'observer des gains de masse qui sont principalement quand même liés au changement d'architecture. On a supprimé 4 boîtiers, on remplace par un écran tactile beaucoup plus compact. L'écran
Donc au format 4 tiers, 8 pouces, vous avez la résolution affichée, le contraste, la latence qui est un point quand même fortement regardé, qui permet d'assurer une bonne compréhension par le pilote des actions qu'il fait sur l'écran. Si on a un système à forte latence, on a tendance, naturellement, le cerveau a tendance à se dire que la fonction n'a pas été prise en compte, on a tendance à appuyer sur le bouton si on n'a pas reçu l'information très rapidement, comme quoi l'action a été faite. Donc cette latence, c'est pas forcément pour allumer les lumières vite, c'est surtout pour être sûr que le pilote comprenne bien ses actions, la consommation et le processeur indiqué sur ce démonstrateur de flat panel. Voilà pour la partie flat panel. Et je reprends la main du coup pour la partie donc Switchbox. En termes essentiellement du coup de hardware, hein, puisque du coup vous avez bien compris que la partie, on va dire, commande et IHM était sur le flat panel, et donc les Switchbox sont essentiellement au final une carte électronique qui a toutes les fonctions nécessaires, donc la partie alimentation 28 volts, la partie protection pour tous les, on va dire, l'aspect environnement hélicoptère, donc protection électrique, électromagnétique, etc. Donc, en termes de projet racer, on est arrivé à une carte prototype avec inclus dans un boîtier uniquement pour la partie bande de test. Donc au total, on est à moins de 2 kg carte électronique plus packaging pour ce boîtier bande de test. On a une dimension à peu près de 30 par 25 par 8 cm. Une consommation qui est moins de 10 watts, assez contenue du coup. Et ensuite, donc sur la partie carte électronique, on a, on va dire, à la fois les prises pour toutes les connexions, donc une prise qui est reliée au Buscan directement au flat panel, et ensuite un ensemble de connexions pour tout ce qui est allumage et contrôle donc du coup de l'alimentation des lumières. Ensuite, on a pour la fonction switch on-off des lumières, toute la partie, on va dire, électronique qui est au milieu de la carte. Et pour la partie, et donc c'est des transistors MOS en termes de techno. Et pour la partie donc intensité lumineuse et réglage de cette intensité lumineuse, on a pris le choix de le faire par le biais notamment du processeur IMX6. Alors c'était pas obligatoire puisque bon, un processeur IMX6 est largement surpuissant pour ce type d'opération évidemment, mais ça nous a permis aussi de tester l'intégration d'un tel composant pour d'autres utilisations futures. Et donc cette partie IMX6 qui est en haut à droite de la carte supérieure gère la partie intelligence, la connexion notamment avec le contrôle panel. Et donc dans le cas de notre bande de test, c'est assez simple du coup puisque on a représenté chacune des lumières de l'hélicoptère par des petites LED, et chacune des LED étant la représentation d'une lumière du racer. Et par ce système-là, on a pu contrôler qu'on activait bien la fonction on-off de chacune des LED, et qu'on pouvait aussi faire varier l'intensité de la lumière. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. J'enchaîne sur un bilan masse. Donc, comme on a parlé en introduction, c'est pour nous l'élément clé du pourquoi de ce type de système. C'est l'élément principal
ce qu'on peut voir sur une configuration minimaliste, comme on a sur Acer, qui est donc forcément, on va dire, pessimiste en termes de gain de masse, puisqu'on a un écran flat panel qui pilote un seul switchbox. Et donc, dans cette configuration minimaliste, on arrive à peu près à économiser 2,5 kg. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va dire que les postes les plus importants, c'est on va gagner au niveau des harnais et on va gagner au niveau des, du coup du control box lui-même. Et évidemment, on rajoute le poids du flat panel et des box. Donc, on arrive à peu de choses près, à 2,5 kg. Évidemment, plus l'hélicoptère est gros, et plus on aura une réduction de masse du fait, notamment des réductions de masse faites sur les harnais. Parce que pour mémoire, donc, dans l'état de l'art, on était à point à partir du cockpit. Donc, si on doit aller, on va dire, alimenter et contrôler des équipements qui sont tout à l'arrière de l'hélicoptère, évidemment, plus l'hélicoptère est gros, plus on aura de longueur de harnais et parfois de manière redondante. Et un ordre de grandeur aussi, à chaque fois qu'on va remplacer un control box en plus sur donc, la console centrale, on va gagner 700 grammes. Donc évidemment, si vous avez un flat panel qui va permettre de piloter 3-4 switchbox et donc 3-4 fonctions différentes, donc par exemple une pour les lumières, une pour le treuil, etc. Très vite, on peut arriver à des gains de l'ordre de 5-6. Et du coup, pour conclure notre partie système flat panel switchbox, donc vous avez bien compris que l'intérêt majeur pour nous, c'était d'apporter des solutions de réduction de masse, de réduction également d'encombrement dès qu'on va supprimer plusieurs contrôle box de la partie centrale. On réduit l'encombrement et notamment la profondeur, puisqu'on a un écran plat qui est peu profond. On réduit la taille et la longueur des harnais dans l'hélicoptère. Donc évidemment, réduction de poids, réduction de coût, réduction aussi d'installation liée à cette diminution de harnais. Une partie, donc évidemment, travail d'ergonomie sur la partie digitalisation via l'IHM. Et enfin, quelque chose de beaucoup plus standard, plus rationnel et pour la partie pilote qui aura à terme à maîtriser, on va dire, beaucoup moins de boxes différentes et que tout sera centralisé au sein d'une même IHM. Donc, cela va conduire à réduire la charge des pilotes. Et je vous rends la main, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci Bastien, merci Olivier pour cette présentation. C'est vrai que on voit que vous avez adressé la problématique par l'aspect poids, encombrement et usage pilote. Et donc, on va peut-être regarder maintenant avec la présentation de Guillaume, justement ce qui sont aujourd'hui les tendances en fait dans le design des cockpits et ce qui peut être prototypé ou expérimenté. Donc, Guillaume, on te laisse la parole. Merci encore Bastien et Olivier pour cette présentation. Alors là, j'ai l'impression que vous ne voyez que ma tête, non? Non, on voit bien ton écran. Non. Ah bah alors, parce que moi, je ne le vois pas par contre. Alors, je vais réduire. Par contre, si tu pouvais passer en mode affichage. Oui. Voilà. C'est parfait. Bonjour à tous et merci. Donc, je suis Guillaume Calvet, donc responsable de la R&D de Human Design Group. Et j'ai fait effectivement, comme tu l'as dit Louis, une carrière beaucoup
beaucoup dans le design de cockpit et notamment beaucoup sur des sujets de R&D. Et ce que tu disais, Bastien, sur l'analyse que vous avez faite de l'usage des contrôles dans un cockpit, j'ai fait ça énormément en fait pendant ma carrière, avec beaucoup d'analyse de tâches, de la qualification des tâches, la fréquence d'usage d'un contrôle, et du coup derrière aussi tout un travail sur la réallocation de tâches entre le système et le pilote. Et avec les exemples que tu donnais sur par exemple des contrôles plus fonctionnels ou orientés tâches, c'est beaucoup de choses des choses que j'ai beaucoup faites. Voilà. Et donc, comme l'a dit Louis, là, le principe de ma petite présentation, c'était de vous faire un petit panel de tendances de design dans les cockpits, alors avions, hélicoptères, mais y compris hélicoptères, hein, il y a des exemples, voilà, sans aller trop dans le détail. Et puis ensuite, en vous donnant un peu les grandes thématiques, les grandes disons, tendances en termes de problématiques facteurs humains qu'on va devoir adresser. Et je donnerai un exemple. D'une étude qu'on a faite un peu plus détaillée qui traite de la relation homme-machine dans le cadre de pilotage d'avions de combat assistés par des assistants virtuels. Voilà. Mais je commencerai mon petit pitch juste par, comme on est un peu moins connu quand même que Airbus Hélicoptère et la TECOR, je me suis permis de mettre une petite slide de présentation d'HDG juste pour que vous sachiez qui on est. Voilà. Donc voilà, HDG, c'est une société, un leader en France sur le design centré utilisateur, centré humain, avec plus de 120 personnes, 120 ergonomes, donc qui vont de l'ergonomie physique à l'ergonomie cognitive, en passant par l'ergonomie organisationnelle. Donc, c'est 3 grandes compétences qu'on a chez HDG, qui sont classiques en ergonomie, mais qui sont poussées là avec une spécialisation sur les systèmes complexes, puisque comme vous pouvez le voir, on travaille avec des grands comptes type Airbus, Thales, Dassault, Airbus Hélicoptère, sur des thématiques de design de cockpit, de manufacturing aussi, et puis de maintenance. Voilà, donc je passe vite, mais c'est donc 120 personnes qui sont exclusivement des ergonomes, donc c'est assez rare en fait. Voilà. Alors voilà, je voulais vous parler donc des contextes et des challenges du point de vue du facteur humain dans les tendances de nouveaux cockpits, de cockpits avancés. Et j'ai pris quelques exemples pour vous donner un petit peu une tendance de la problématique à adresser. Aujourd'hui, on a un petit peu mentionné tout à l'heure la complexité des tâches que les pilotes ont à résoudre est plutôt de l'ordre incrémental, puisqu'on se retrouve avec des exigences opérationnelles de plus en plus fortes, des tâches, des missions de plus en plus complexes, très connectées, avec énormément d'informations à traiter et à assimiler, des prises de décision qui sont souvent de nature très complexe, puisque on va avoir des exigences d'un point de vue opérationnel sur l'optimisation, sur la prise en compte de paramètres qu'on prend en compte pas forcément avant, comme je sais pas moi, les correspondances passagers, un déroutement, est-ce qu'on a de la maintenance sur place à la destination où on va et pour pouvoir réparer l'avion. Il y a énormément de paramètres qu'on va prendre en compte. Et des systèmes techniques, même de cockpit qui se complexifient aussi. Et donc derrière, on a comme ça une augmentation de cette complexité. Et puis derrière, toute une tendance aussi à l'automatisation et même disons, avec une tendance au remplacement de tâches humaines par le système. Et justement, dans les grandes tendances qu'on a aujourd'hui, on essaye de changer un peu cette philosophie de remplacement du pilote par un système, mais plutôt par un accompagnement, un empowerment en anglais, donc un support pour améliorer finalement la relation homme-machine et les opérations, plutôt que d'avoir une approche un peu binaire, on automatise ou on n'automatise pas, et c'est le pilote qui doit s'adapter à ce système. Et donc tout ça, ça implique derrière aussi qu'on doit avoir entre le système et l'humain une très bonne représentation de la situation, ce qu'on appelle la Shared Situation Awareness, qui permet au système de partager finalement un petit peu ce qui est en train de se passer dans le cockpit pour pouvoir bien dialoguer, comme on le fait entre humains,
pour pouvoir bien dialoguer entre cet homme et ce système. Et en plus, on rajoute à ça un contexte de réduction des équipages. Donc, ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs concepts, hein, single pilot in cruise speak, c'est quand on réduit l'équipage en croisière sur des longs courriers d'avions qui volent déjà comme le 350 par exemple. Et on va plus loin sur des avions du futur où on est sur des single pilot operations. Et là, donc, pour faire tout le travail que je viens de décrire juste avant, eh bien, il n'y a plus que potentiellement un seul pilote. Donc, forcément, avec une augmentation de la charge de travail physique et mentale. Et puis, derrière, donc, aussi tout un travail qu'on va devoir faire, comme je le disais, où les automatisations vont augmenter. Et on va tomber sur des thématiques d'adaptation de ces automatismes pour vraiment créer une équipe, ce qu'on appelle donc un Human Autonomy Teaming, HAT. Donc c'est vraiment l'idée que le système vienne en support de l'humain et même, pourquoi pas, de manière adaptative en fonction de la situation. Et heureusement, derrière tout ça, pour nous aider à atteindre ces objectifs, on a quand même des nouvelles avancées dans les technologies, hein. Bien sûr, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais derrière, il y a aussi toutes les automatisations classiques, on va dire, qui sont déjà elles-mêmes à améliorer. Et puis, en allant vers l'IA, carrément vers l'autonomie de certaines fonctions, là, il y a aussi beaucoup de travail, hein, on en reparlera tout à l'heure. Il y a ce dont parlait Bastien, l'interaction multimodale, qui est aussi un levier d'amélioration des opérations. Alors, bien sûr, c'est un levier, comme vous l'avez décrit, bien sûr, du point de vue technique et architecture, etc. Mais aussi du point de vue opérationnel, il y a potentiellement des gains. C'est d'ailleurs le sujet de ma interaction multimodale. Donc, c'est un sujet que j'aime bien, je vous en parlerai rapidement. Il y a aussi des thématiques comme les écrans à forme libre. Là, on a vu dans l'exemple de Bastien et Olivier. Bonjour, bienvenue à Airbus. Là. Nous allons donner suite à votre appel. Vous avez le son comme moi, là? Airbus, we make it fly. Vous m'entendez toujours? Julien, peux-tu couper, s'il te plaît, ton micro? Voilà, je crois que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, super, je continue. Donc, il y a aussi un sujet sur les écrans qui vont potentiellement ne plus être plats et rectangulaires. Donc, ça, c'est un sujet aussi que je vais traiter rapidement. On a aussi tout un tas de technologies qui arrivent sur le monitoring de la situation et de l'humain. J'en parlerai rapidement aussi. On a des technologies comme les Brain-Computer Interfaces où on va carrément aller voir ce qui se passe dans le cerveau pour agir dans le cockpit. Et puis, bien sûr, on a des moyens de communication qui sont de plus en plus ubiquitaires, qui sont partout, tout communique. Et donc, on a aussi des capacités qui peuvent aider en termes de transfert d'informations et par contre, qui peuvent aussi poser des problèmes de densité d'informations, de quantité d'informations. Et exactement le sujet dont vous avez parlé, Olivier et Bastien, il y a aussi cette capacité, c'est grâce au fait qu'on puisse intégrer ces fonctions via des bus, comme vous l'avez démontré, on va pouvoir renverser un petit peu, et ça c'est un gros travail que j'ai pu faire aussi dans le cadre de mes activités avec Airbus. On peut renverser l'approche, une approche technologique ou fonctionnelle, c'est-à-dire on va avoir des panels qui sont un peu monofonctionnels et avoir une approche orientée tâche, exactement comme tu l'as décrit, Bastien, avec ta notion de scénario. On va pouvoir aussi supporter les opérations avec une approche orientée tâche, puisque maintenant les X fonctions que nécessite un pilote pour réaliser une macro-tâche, eh ben, on peut arriver à les intégrer d'un point de vue technique et du coup, effectivement, augmenter les automatismes avec des vues plus fonctionnelles. Voilà, mais bon, bien sûr, tout ça, on le sait, ça pose un gros problème de complexité de la conception et puis bien sûr de certification. Bon, la certification, j'en parlerai pas tellement, c'est pas l'objet de la discussion. Voilà. Alors, donc les grandes tendances dans le design de cockpit, hein, j'ai pris quelques exemples. Je vais vous parler de la notion de forme libre. Je vais vous illustrer tout de suite, d'interaction multimodale et puis de cette histoire d'autonomie, enfin, de human autonomy teaming, donc d'équipe homme-système, potentiellement même dynamique. Je vais vous donner quelques exemples. Alors voilà une petite illustration un peu rigolote. Hein. Sur des questions, comme je vous le disais, demain, un cockpit, enfin, ou les écrans en tout cas qui sont dans les cockpits, mais même le layout physique du cockpit,
seront potentiellement plus plats et rectangulaires. Et donc, ça, c'est une étude qu'on a faite avec Thales il y a quelques années, où on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ce serait un cockpit? Alors, la partie physique du cockpit, qu'est-ce que ce serait un cockpit qui n'est plus plat et rectangulaire? Donc, on a fait toute une étude sur l'aspect accessibilité. Alors là, vous voyez, c'est un concept à 2 pilotes. Donc, on regarde, on a fait tout un tas d'études sur l'accessibilité au sens des positions dans l'écran. Également la notion de collaboration, où finalement il va y avoir des zones, on voit bien là dans l'exemple où les pilotes sont en train de désigner un ensemble commun de zones. On voit que cette zone centrale est un peu partagée. Et vous voyez, alors peut-être pas très bien sur l'écran, mais en fait là c'est une double vague qui finalement suit la meilleure accessibilité par rapport à un pilote avec ses 2 mains. Et donc, c'est une courbe qui n'est pas forcément très régulière. Et pour étudier tout ça, ce n'est pas évident. On a mis en place une plateforme physique qu'on a appelée STIX, qui nous permet de faire des études sur des formes complètement innovantes. Et ici, là, quand on commence à mûrir ce concept, on a mis une planche de contreplaqué flexible qui nous a permis de le rendre un peu plus physique. Et là, on a aussi bien sûr travaillé sur le concept opérationnel et les interfaces qui sont associées à ça. Là, je ne peux pas vous les montrer. C'est confidentiel, mais derrière, on a bien sûr aussi tout un travail d'interactivité qui a été fait sur ça. Voilà, et on est passé d'ailleurs, je vous montrerai après, sur des concepts là où on est en projection et on travaille aussi sur des concepts en réalité virtuelle pour tester ce genre de design. Un autre sujet qui est un peu rigolo aussi, c'est le fait que là, je vous parlais d'une forme libre, mais qui était stable. Un projet sur lequel a travaillé l'ENAC avec l'ISAE et puis une tactile et d'autres partenaires, et sur qu'on vient de redéposer en ANR avec d'autres partenaires, c'est l'idée que finalement ces écrans forme libre. Dans l'exemple de gauche, le projet a déjà été fait, ils peuvent avoir des formes, alors ça ne se voit pas très très bien, mais en fait c'est une forme un peu en accordéon, on va dire, où finalement on tangibilise un petit peu ces écrans, au moins d'une manière un peu passive. Quand l'utilisateur va poser la main, il va sentir les creux et les bosses et finalement, pourquoi pas sentir les différents waypoints qui sont dans des creux, dans des bosses, etc. Donc là, il y a tout un tas de concepts un peu rigolos et ça peut être dynamique en fonction de la tâche qui est en cours. Et là, le projet précédent, on va dire que le côté morphable était un petit peu grossier. Et là, le projet qu'on vient de déposer, on va essayer d'aller un peu plus loin sur le grain de finesse de la transformation de la forme de l'écran, y compris en le tactilisant et aussi, comme tu disais, Bastien, en proposant aussi, grâce à des technologies, alors je ne me rappelle plus de la technologie, mais qui permettent de faire des retours vibratoires, qui permettent aussi de donner du feedback sur des éléments. Voilà. On a aussi travaillé sur les principes et les méthodes de conception d'interaction multimodale. Alors exactement comme tu as pu le décrire d'ailleurs Bastien, avec c'est une pilote d'hélicoptère de précision. Alors on a sur notre plateforme qui est une sorte de Fab Lab de prototypage rapide avec très basse fidélité qui nous permet de très vite tester un nouveau design. Et on a mis en place une méthode de conception et d'évaluation de l'interaction multimodale qui nous permet de choisir finalement les modalités les plus appropriées en fonction du contexte d'usage, que ce soit au sol, en vol, pendant une situation critique, en vibration, avec situation de bruit. Donc finalement, on a mis au point toute une petite méthode qu'on a pu tester comme ça avec un ensemble de pilotes. Là, c'est un autre exemple où on va, nous, en tant qu'ergonome, tester, mesurer, bien sûr, par exemple, des technologies comme les rotary knobs, les boutons rotateurs qui sont reprogrammables, qui permettent de multiplexer une fonction. Et donc là, une des hypothèses, c'était par exemple que ça diminuait la tension visuelle. Donc on a testé ça dans un protocole un peu scientifique. Voilà, et dernier exemple, qui est un peu avancé aussi, c'est un démonstrateur qu'on a fait pour le Bourget, quand il y avait encore le Bourget, où on a travaillé sur carrément la notion de monitoring de la situation. Et quand je parle de la situation, on est encore modeste, mais on monitore les tâches en cours grâce à des modèles d'opération qui sont intégrés dans notre système, dans notre plateforme en réalité virtuelle, qui nous permettent de modéliser finalement
un ordre de réalisation de tâches, des séquences d'opérations, avec un peu d'indicateurs de performance aussi. Par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit fait dans tel ordre? Est-ce que ça doit être fait dans tant de temps? Est-ce que c'est critique, pas critique, etc. Et on est allé jusqu'à donc aussi monitorer l'état du pilote. Alors, avec des capteurs. Alors là, ici, on a de la mesure oculométrique, de la mesure de la sudation, donc ce qu'on appelle l'électrodermal, qui permet de donner des indicateurs, et puis du mesure du rythme cardiaque. Et tout ça, on a fait du traitement avec des algorithmes qui nous permettent de faire des indicateurs, donc on va dire un peu conceptuels pour l'instant, de charge mentale, par exemple, et puis aussi de stress. Voilà, et qui nous permettent finalement de très vite tester et valider ou invalider un concept dans les phases amont d'un concept, d'un projet. Voilà, donc ça c'est notre plateforme qui s'appelle Prover. Voilà, je vais faire un petit focus rapide sur une étude qui traite de le Human Autonomy Teaming pour les pilotes de chasse. Et là, donc, l'idée, c'était de tester l'incarnation d'un assistant virtuel dans un avion de chasse. Il y a énormément de paramètres qui viennent qualifier un assistant virtuel. Ça peut être les types d'interactions, son incarnation physique. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est juste un truc symbolique? Où est-ce qu'on le positionne dans le cockpit? La manière qu'il a de communiquer avec l'humain, très opérationnel ou très fonctionnel, voilà. L'émotion qu'il peut introduire dans sa communication, sa personnalité, pourquoi pas, et aussi le fait qu'il soit adaptif ou pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas tout le temps être avec les mêmes représentations ou les mêmes styles de communication. Donc il y a tellement de variables dans cette étude qu'on on a discriminé un petit peu, on a simplifié en étudiant deux principales, hein. Le niveau d'incarnation où il n'y a pas d'assistant virtuel, à une incarnation un petit peu en réalité augmentée, on va dire, jusqu'à une incarnation humanoïde. Et dernière étape, c'était l'incarnation adaptative qui va switcher en fait entre toutes ces incarnations. Et une fois qu'on a travaillé cet aspect incarnation, on a aussi travaillé le style de communication, où il n'y a carrément pas de communication, une communication vraiment orientée tâche, une communication plutôt orientée sociale, et puis une communication adaptative qui est un peu entre les deux. Voilà, on a fait tout un protocole que je ne vais pas vous décrire en détail, mais qui est un protocole que nous, les ergonomes, maîtrisons. Enfin, c'est notre spécialité de faire des protocoles pour vérifier des hypothèses. Donc, on a testé de manière incrémentale le niveau d'incarnation. Une fois que le pilote a fabriqué déjà conçu, on va dire, un niveau d'incarnation qui lui va bien, on a rajouté par-dessus des styles de communication qui variaient au fur et à mesure de la journée. Et donc, ce qu'on a fait, grâce à notre plateforme Prover, c'est un test, enfin du design déjà dans un environnement de réalité virtuelle, avec la méthode qu'on appelle le magicien d'Oz, qui est une méthode assez sympa, originale, qui, plutôt que de développer un assistant virtuel en code, en informatique complexe, on a tout simplement simulé ce comportement d'assistant virtuel par ce qu'on appelle un magicien d'Oz. Donc c'est un humain, en fait un compère, qui est une interface, alors là, qui est un peu conceptuelle, mais qui marche quand même, qui est fonctionnelle, qui nous permet de simuler. C'est un humain qui va aller cliquer et réaliser les opérations à la place de l'assistant virtuel. Et ça nous a permis d'explorer en une journée par pilote sur 5 pilotes, d'explorer ce concept opérationnel. Et finalement, les pilotes ont co-construit eux-mêmes leur relation homme-système, homme-autonomie, tout seul en fait. Donc, comme je vous le disais, on a fait passer 5 pilotes sur 5 jours avec cette plateforme. Et voilà, je vous donne quelques résultats pour pas non plus trop vous frustrer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais on a donc sur des grands résultats par rapport à l'incarnation. Alors finalement, l'incarnation, on s'est rendu compte, on s'en doutait, mais bon, c'était une hypothèse. Une des incarnations qui est finalement intangible, c'est l'interaction vocale. Et elle a été largement plébiscitée dans un contexte surtout de la notion de main libre, puisque là, les pilotes ils sont très occupés au niveau des membres physiques et il y a pas les deux mains sont très prises, donc il ne reste pas grand-chose pour interagir. Et c'est vrai que la commande vocale dans ce cadre-là a été largement plébiscitée. Et un autre résultat intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu
de préférence très forte entre la représentation humanoïde ou adaptative, c'est-à-dire qui change en fonction du contexte. En ce qui concerne l'incarnation humanoïde, en tout cas, par contre, elle ne devrait pas être permanente. Ça, c'est unanime hein, de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait tout le temps cet assistant virtuel. Et bien sûr, elle est conditionnée par cette apparence, ou cette apparition est conditionnée par des règles, par exemple à la demande, basée sur des événements, ou lors d'une perte de conscience, par exemple, parce qu'on avait un scénario où on perdait la conscience. L'assistant virtuel, par exemple, avait été apprécié pour rebriefer le pilote quand il récupère et pour le remettre en confiance aussi dans la situation. Voilà, je ne détaille pas tous les résultats. Et sur l'aspect communication, par exemple, alors une fois qu'on avait sélectionné une incarnation, hein, que les pilotes avaient sélectionné leur préférence, on a rajouté là-dessus la communication. Pareil, il n'y a pas de convergence sur les styles de communication. La conclusion principale, c'est que finalement, chaque pilote a co-construit sa relation homme-assistant virtuel, et à la fin de la journée, chacun avait sa configuration préférée. Et donc, c'est très intéressant finalement de se dire que de manière itérative comme ça, on peut, grâce à un magicien d'Oz, faciliter cette construction de relations machine. Et bien sûr, sur la communication, il y avait, comme dans une bonne CRM, Crew Resource Management classique entre humains, eh bien, il y a un langage contrôlé à construire en fonction de la situation, notamment la criticité, où plus on est dans un contexte relax et plus on peut, à la limite, avoir un dialogue un peu social, alors que plus on est dans une phase critique et plus il faudrait être efficace sur le dialogue et avoir un langage contrôlé concis. Voilà. Bon, pour conclure, vous avez bien compris que, vous voyez, il y a beaucoup de sujets et j'en ai brossé que quelques-uns. Il y a énormément d'autres sujets que je n'ai pas mentionnés. Faire ce design-là, c'est vraiment une tâche complexe, hein, à la fois concevoir et bien sûr, surtout même valider. Donc tout ça, c'est un art et il y a une nécessité donc d'avoir des méthodes et des outils pour faire tout ça et du guidage au sens même institutionnel. Hein, on a des normes, facteurs humains à respecter, mais au-delà, il faut aussi des méthodes et des outils pour concevoir tout ça. Et donc c'est ce genre de choses qu'on travaille chez Human Design Group. Et notamment, hein, je l'ai mentionné au début, on est convaincus tous chez HDG que c'est l'approche centrée utilisateur qui va nous aider à dérisquer tout ça et à valider. C'est d'ailleurs notre manière de faire historique et on n'a pas de doute là-dessus. Et le point clé, et Bastien en parlait, hein, c'est bien sûr, quand on parle de design centré humain, c'est l'implication des pilotes ou des utilisateurs finaux en tout cas, du début jusqu'à la fin d'un projet, de l'analyse du besoin à la conception, à la validation, donc avec des étapes itératives, mais aussi avec des outils comme Prover, par exemple, pour pouvoir tester très rapidement un nouveau concept, ne pas être dans des biais de focalisation, de design où c'est très difficile de changer, parce que voilà, on a un hardware qui est comme ça dans notre prototype et c'est très difficile à changer. Grâce à la digitalisation, on peut faire énormément d'itérations, changer très vite un design. Dans notre plateforme, on peut changer l'IHM avec quelques clics et c'est réglé. On importe des interfaces HTML et on change tout ça en 2 minutes. Et donc, tout ça, ça devra être mis ensemble pour faciliter toute cette complexité de conception. Et enfin, sur le design de l'IA, je ne me suis pas trop étendu dessus, mais bon, il y a énormément de sujets. Hein, on en parle beaucoup avec nos collègues de l'Aerospace Valley sur l'explicabilité, bien sûr, de l'IA. Alors là, on parlait de l'assistant virtuel, mais c'est une forme d'IA, on va dire, qui doit à la fois avoir une logique d'explicabilité qui est liée à l'interprétation, c'est-à-dire c'est sa logique de fonctionnement, globalement comment fonctionne cet assistant virtuel, mais aussi il doit avoir une logique d'explication sur pourquoi ce résultat à l'instant T, il me dit d'aller là plutôt que là. Au-delà de la logique globale, il faut qu'il explique son rationnel, comme le fait d'ailleurs un humain. Et c'est comme ça que se construira la confiance entre l'homme et le système. Voilà, il y a tout un travail aussi de design des rôles et des responsabilités, puisque là forcément on va avoir des niveaux d'autonomie qui vont réaliser des tâches
d'un niveau potentiellement critique. Et donc là, il y a tout un design à faire sur l'allocation de tâches et les rôles. Et bien sûr, la situation awareness, j'en ai déjà parlé. Vous voyez bien qu'au même titre que la collaboration homme-homme est complexe, la collaboration homme-système va nécessiter un niveau de situation awareness ou de conscience mutuelle partagée qui est très complexe à designer. Et je vous remercie. Alors, j'étais un peu long, ça va, je pense que j'ai tenu les temps. Voilà. Merci Guillaume, non, il n'y a pas de problème. Nous sommes quasiment à la fin de cette session, donc merci pour vos exposés. Donc là, on avait donc l'objectif d'avoir une séquence de réponses aux questions. Il y a plusieurs questions posées alors, sur les présentations. La première, dont je vous la délivre, elle est pour Julien. Donc, c'est par rapport au projet Racer, quel est le niveau d'innovation qui était attendu pour ce projet donc sur le périmètre de l'électronique et de l'avionique? Est-ce qu'on a atteint ce niveau? Est-ce que vous avez un peu de précision sur ce périmètre, cette question-là? Oui, alors sur le Racer, du coup, on a pris deux chemins parallèles. Un chemin pour assurer le premier vol où on va installer sur l'appareil des technologies classiques. Et un deuxième chemin en parallèle où on développe ce type d'innovation et qu'on intégrera après coup si les innovations sont disponibles. Pour les projets qui ont été présentés à ce jour, si ma mémoire est bonne, on a atteint un niveau de TRL de 3 ou 4, ce qui n'est pas encore suffisant pour la mise en place sur machine. De ce fait, nous continuons pour l'instant à avancer avec une avionique plutôt classique. Et donc les projets continuent en parallèle de leur maturation. J'espère que ça a répondu à la question. Mais on évite de mettre sur le chemin critique de démonstration en vol la maturité d'innovation de ce type. Donc on a deux chemins parallèles. D'accord, très bien. Moi, j'ai noté effectivement dans les échanges, hein, donc c'est une question un peu large, mais c'était l'acceptabilité du point de vue de l'équipage sur ce type d'interface tactile située donc sur le pédestal avec des fonctions, l'accès à des fonctions non critiques. Non critique entre guillemets, hein, encore une fois, mais voilà, c'est cette acceptabilité. Les retours pilotes, quels ont été les retours pilotes que vous avez pu faire passer sur votre démonstrateur? Julien? Je pense que la partie vérification IHM a été faite plutôt chez nos collègues de la Techware, sur la partie innovation, je parle. J'avoue, je laisse la question. Donc, Olivier, Bastien, peut-être avez-vous une réponse à cette question sur l'acceptabilité et les retours pilotes par rapport à ce nouveau design d'interface? Donc, en fait, les pilotes ont été embarqués dans le processus de développement dès le début. Et comme je l'avais dit, l'acceptabilité était pas forcément bonne si on supprimait tous les boutons. C'est-à-dire si on passait à une interface 100% tactile et l'ajout de ces fonctions boutons mécaniques et de conserver certains éléments uniquement avec des boutons mécaniques permettait justement de faire accepter ce passage avec l'écran tactile. Donc ça a vraiment guidé notre développement, ce qui veut dire qu'en termes de résultats, ce qu'on obtient, c'est ni accepté ni refusé, ça a été fait avec cette vision des pilotes. Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si on prend 10 pilotes, on aura 11 avis. Ça peut même évoluer dans le temps pour une personne. L'acceptabilité peut être mauvaise de premier abord, et puis suite à une formation ou à un apprentissage, finalement, le retour en arrière sur une ancienne génération de boutons peut être même perçu comme impossible. Donc aujourd'hui, nous, on a des retours positifs de la part des pilotes. Après, je ne sais pas si dans la question, vous souhaitez creuser un peu plus
Peut-être que Guillaume, il peut compléter. Oui. Non, mais c'est clair que c'est un sujet, et ça, c'est ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais design, hein. Il y a la méthode elle-même, et ça, Bastien, comme tu l'as dit, ben, en embarquant les pilotes de A jusqu'à Z et en faisant des tests de performance aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser que sur les avis, parce que ça, c'est une vue subjective et très variable. Il y a de la variabilité interindividuelle et, comme tu l'as dit, intra-individuelle aussi, ça change même selon la journée. Donc, il y a plein de techniques aussi, hein, pour avoir des mesures de performance, des tests d'usage très scénarisés où finalement, on n'est pas forcément sur le jugement subjectif, on va dire, mais finalement sur un jugement plus global de performance qu'on vient compléter avec des mesures, par exemple, comme de l'oculo, etc., où on va vérifier des hypothèses qui sont un peu plus fines, qui ne sont pas forcément faciles à avoir juste en posant des questions ou en discutant avec des pilotes. C'est là aussi où c'est complexe, comme je le disais. C'est tout un art. Ouais. Pour continuer sur cette question de processus, hein, et donc une question là qui a été posée, c'est à quel stade, et peut-être pour Guillaume justement, à quel stade en fait sont pris en compte les facteurs humains dans la gestion des événements et la validation des interfaces homme-machine? Est-ce que là-dessus il y a une règle qui est établie, donc notamment pour couvrir tous les cas non prévus, hein, les cas non nominaux, les cas de panne, etc. Oui, alors déjà, juste de manière générale, hein, comme tout bon designer, ingénieur, créateur, on n'aime pas arriver à la fin. Ça, c'est déjà une règle de base et je pense que personne n'aime ça. Et pour plein de raisons, parce que déjà, le coût, ça c'est un critère très important, hein, qui est un peu financier, mais c'est-à-dire que la flexibilité de changement, une fois qu'on est à la fin du projet, c'est un ratio, je crois, de 1 à 100 ou voire 1000 selon la complexité du design. Si on veut faire le moins de changements à la fin d'un projet, c'est fois 1000, fois 10 000, même des fois. Et donc, comme on dit souvent, il vaut mieux un coup de gomme qu'un coup de masse. Et ça, c'est aussi l'intérêt d'arriver très tôt dans un projet. Parce que là, on a justement, comme je le disais, beaucoup moins de biais de changement, de confirmation, où on va pouvoir explorer beaucoup plus, changer beaucoup plus et faire une méthodologie d'entonnoir, hein. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'itérations au début et puis petit à petit rassurer le design et rentrer dans un entonnoir de confirmation successifs. Et ça embarque à la fois la sécurité, ce dont on parlait sur l'acceptabilité, parce que les pilotes, au fur et à mesure, ils vont rentrer de plus en plus dans du design de plus bas niveau, mais finalement, chaque step aura été validé, donc on n'est pas en train de rediscuter le concept, on est en train de, au fur et à mesure, de changer le focus de la question. Si on arrive à la fin, on va souvent poser les mauvaises questions, c'est-à-dire que on va nous questionner sur la couleur d'un bouton, ce qui est vraiment pas forcément le sujet. Ça peut être l'utilité même du design qui est questionné, même le concept lui-même. Le fait de mettre des contrôles hard ou soft permanents. Moi, je suis un fervent défenseur d'avoir des boutons permanents hard sur les boutons, ce qu'on appelle contextuels. C'est l'analyse de tâches qui le dit, selon la fréquence d'usage, la criticité ou le besoin d'accès rapide. C'est quand même pas mal d'avoir des parties hardware. Et pour finir la réponse sur la question du périmètre qu'on va regarder, et là, c'est tout aussi, il y a plusieurs approches. Et ce que décrivait Bastien, moi, c'est ce que j'appelle l'approche systématique, c'est-à-dire qu'il y a un vol nominal, il est relativement stable, c'est-à-dire il y a un squelette de tâches assez invariant, et il y a de la variabilité dans les feuilles de l'arbre du modèle de tâche. C'est-à-dire qu'on va allumer le moteur, ça c'est sûr. Mais par contre, on va l'allumer avec l'APU, avec le grand parc. Et là, donc, c'est dans des petites variations comme ça que ça va venir changer. Et donc, tout ce qui est nominal, entre guillemets, hein, on va dire ça, on va faire une approche systématique. Et par contre, tout ce qui est l'approche par cas, par use case, là, on est obligé d'avoir une méthode pour dire pourquoi ce cas-là et pas celui-là, pourquoi cette panne-là et pas celle-là. Et ça, c'est aussi complexe. Et c'est de la méthode qui permet de dire pourquoi on a choisi avec des critères, hein, un impact opérationnel, un time criticality ou tout un tas de critères d'analyse de tâches qui font qu'on va choisir tel ou tel use case et dire que notre paysage il est à peu près complet.
Parce qu'on ne sera jamais exhaustif dans l'analyse de cas. Merci Guillaume pour cette réponse. On va peut-être garder effectivement cette thématique peut-être pour une autre séance. Oui. Là, on arrive à la fin. Il y a quand même 2 questions là, qui restent posées donc pour l'ATCOR, pour l'équipe d'ATCOR. Donc, 2 questions, capacité de communication des switchbox. Et la deuxième question porte sur le niveau de criticité de DAL pour les fonctions couvertes par l'équipement. Est-ce que l'ATCOR, est-ce que Olivier, Bastien, vous pouvez apporter les réponses à cette question rapidement? Là, au niveau de DAL, on est sur un niveau de DAL assez faible. On est entre DAL D et DAL E de mémoire. On est peut-être même sur du E. Je vérifierai. Et la première question, c'était la capacité de commutation des switchbox. Capacité de commutation. Non, là, j'ai pas la réponse. Désolé. Je peux la prendre et. D'accord, très bien. Notons-la et en ce moment-là, on pourra apporter la réponse dans un deuxième temps. Voilà pour les questions posées. Donc, je pense qu'on a fait. Oui, bien Juste une sûr. question. Du coup, c'est la disparition des harnais à terme? C'est pas la disparition, c'est la réduction. Aussi, un câble qui remplace X câble, ça Oui, devient c'est plus un harnais, c'est. Mm. D'accord, oui, c'est intéressant. Un fil, une fonction. C'est un réseau de bord en fait. Voilà, c'est ça. On a un câblage réseau qui permet de véhiculer plusieurs fonctions sur le même fil. Ouais, je vois bien. C'est la tendance. Oui, beaucoup de questions. Alors, on est arrivé au terme, mais on va devoir clore la séance. Donc, je pense que ces sujets-là pourront être abordés à l'occasion d'autres séquences. Hein. Et donc, merci encore pour vos présentations. J'espère qu'elles auront apporté des éclairages en fait sur les approches nouvelles et la recherche menée dans le cadre justement de ce projet européen Clean Sky 2 de recherche. Donc pour lequel Airbus Hélicoptère et la TECOR, là, vous avez été notifiés. Et pour Human Design Group, pour Guillaume, on voit bien effectivement l'intérêt qui est porté en fait sur l'interface Home System. Alors nous, ce qu'on voit, hein, c'est l'introduction notamment de systèmes qui vont devenir de plus en plus intelligents, avec une collaboration entre l'équipage et la machine et le système et les systèmes environnants dans un contexte de système. Alors, on le voit dans le cadre de la défense avec les programmes SCAF notamment. On va le voir également dans la relation qu'il va y avoir entre le segment bord et le segment sol sur les nouvelles orientations qui visent à réduire les effets, les productions d'effets de gaz et donc sur également la réduction des nuisances sonores. Donc beaucoup d'innovations vont être développées dans ce cadre et tout ça dans un contexte où l'ensemble de ces systèmes reste interconnecté avec l'homme au centre, c'est ce que j'ai compris de vos présentations, hein, donc le pilote au centre de ce dispositif. Donc j'en profite avant de clore, de terminer, pour donc indiquer qu'un événement aura lieu début 2022, a priori le 18 janvier, sur justement un atelier technique qui aura lieu à Toulouse au B612 pour développer et partager sur l'approche HAT, sur l'autonomie teaming donc au sein des différentes plateformes, avec à la fois le segment aéro, le segment aussi automobile, puisqu'on aura une participation croisée à cette occasion, donc avec la communauté des animateurs experts des écosystèmes SEC et EDIA d'Aerospace Valley. Et également un événement qui aura lieu le 7 décembre, donc sur les écrans du futur. Alors c'est co-organisé avec le pôle Alpha RLH et donc Aerospace Valley. Donc le 7 décembre, je vous invite à vous y inscrire. Vous aurez l'occasion aussi de voir un petit peu les nouvelles tendances d'écran et de display, à la fois dans l'industrie, dans
l'énergie, mais également dans l'aéronautique et l'automobile. Donc, également avec des intervenants de tous ces domaines. Donc, je vous souhaite de pouvoir vous libérer pour ces 2 dates, le 7 décembre et a priori le 18 janvier. Donc, on a terminé cette séquence. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous les intervenants. Donc, Julien, pour Airbus Hélicoptère, Bastien Olivier pour la TECOR. Pardon? Merci à vous. Merci à Oui, vous. merci à tous. Et une bonne journée à tous et Merci à bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas, il y aura un questionnaire en fin de webinaire et puis l'accès au replay une fois disponible. Merci, au revoir.